Salut, alors oui Kai, aujourd'hui ce matin on se retrouve pour faire l'alimentation des vaches laitières. Pour répondre à la grande question qui se pose, une vache ça mange quoi? Je vais vous expliquer ce qu'une vache mange, pourquoi tel aliment et puis pourquoi le matériel qu'on a derrière. Alors, cet outil que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle une mélangeuse. Donc c'est tout simplement un bol mélangeur. Je vais monter derrière, vous montrer comment c'est à l'intérieur. Tac. Donc voilà pourquoi je dis que c'est un bol mélangeur. Donc on va avoir, c'est un bol où il y a deux pales pour brasser les aliments ensemble. La mélangeuse est équipée de pesées automatiques. Donc vous voyez ce petit boîtier là. Alors je m'approche pas de trop parce que en fait c'est très bruyant. Donc c'est un boîtier où on va enregistrer notre ration. Et donc ça va nous dire combien de kilos il reste. Donc là 570. Et donc combien d'aliments on peut encore mettre. Ça permet d'être précis sur la ration et d'avoir la même quantité et la bonne quantité surtout d'alimentation tous les jours. Donc maintenant on va mettre à peu près 280 kg de luzerne et 280 kg de métail. L'ensilage de maïs qui est derrière moi est un mode de conservation qui consiste à faire passer une machine dans le champ pour récolter le maïs entier, donc la tige, les épis et les feuilles sur un stade, un niveau de matière sèche qui se trouve entre 32 et 35% à peu près. Donc c'est un aliment qui est plutôt humide, qui représente à peu près 64% de la ration totale des vaches. Donc le maïs permet d'atteindre l'autonomie alimentaire et également l'autonomie énergétique. Donc on va chercher l'autonomie alimentaire globale, donc c'est en gros la quantité d'aliments. Après on va chercher l'autonomie protéique, donc en protéines, et l'autonomie énergétique en énergie. Le maïs est une super plante en élevage car c'est une plante qui produit énormément de biomasse par hectare. Donc c'est une plante qui produit ça fait partie des plantes qui produit le plus de fourrage à l'hectare et qui permet d'atteindre très facilement l'autonomie énergétique. Son défaut par contre, c'est que ça va être un aliment très riche en énergie mais très pauvre en protéines, donc il faudra complémenter. Sur le système standard
sur lequel on était avant, on complémentait avec du soja. Maintenant, avec notre conversion bio, on va complémenter avec d'autres leviers comme des métailles, mais également de la luzerne. Le métail, l'ensilage de métail, lui, représente à peu près 16% de la ration des vaches. C'est un mélange de céréales qui vont être complémentaires. Donc on n'a pas que des céréales. Dans ce mélange, on a de l'avoine, du triticale, du blé, du pois et de la vesse. L'objectif est que les légumineuses et protéagineux captent de l'azote de l'air pour le mettre dans le sol et à profit des céréales qui, elles, en ont plus besoin. C'est un mélange qui va être davantage autonome, qui va être varié et donc va permettre d'étouffer les mauvaises herbes qui se situent sur le sol. Donc de concurrencer très fortement les mauvaises herbes, mais également et surtout de produire une quantité d'aliments assez importante également. On est moins que du maïs, hein, mais on peut compter à peu près entre 6 et 8 tonnes de matière sèche à l'hectare. Donc ce métail est à peu près récolté entre un stade 30 et 35% de matière sèche, donc encore un fourrage assez humide comme le maïs. L'avantage aussi de ce fourrage, c'est que c'est un fourrage un peu plus équilibré, mais l'inconvénient c'est que c'est beaucoup moins évident. Comment je pourrais vous expliquer ça? C'est moins évident d'avoir une valeur alimentaire de métail régulière au cours des années. Contrairement à un maïs, c'est un petit peu plus facile. Un métail, ça peut varier vraiment d'une année sur l'autre. Donc le métail, c'est la première fois qu'on en a fait cette année. Très content du résultat. Ça a produit, surtout dans les bas, dans les terres un peu plus profondes, ça a produit énormément de fourrage. Donc cette année, bien évidemment, on en refait. Puis ça colle carrément avec l'objectif du bio. Ensuite nous avons l'enrubanage de luzerne. Bon, ça s'est un petit peu cassé la goule, qui représente 16% de la ration totale. L'enrubanage est un procédé donc, qui consiste à faire des boules qui sont à hauteur de 50-60% de matière sèche, donc déjà un peu plus sec que l'ensilage, et qui va donc être enrubanné pour être conservé. Généralement, l'enrubanage permet de stocker et de sécuriser la récolte de fourrage plus tôt dans la saison. Donc on a des terres assez précoces, donc la luzerne on peut l'enrubaner assez tôt dans la saison, donc ça permet de sécuriser une première coupe. Par contre, le souci de l'enrubanage, c'est qu'il faut bien réussir avoir un taux de matière sèche correct pour bien que ça se conserve, et surtout faire attention à que les oiseaux, ou que quand on va récupérer les bottes au champ, faire attention à qu'on n'abîme pas les bottes, parce qu'autrement s'il y a un trou, il y a du moisi qui va s'y mettre obligatoirement. Le foin est un mode de conservation qui permet de récolter un fourrage à 85% de matière sèche, donc beaucoup plus sec. Là on a une super botte super verte qui va se manger vraiment très bien. Le foin lui, donc en fait c'est le fourrage le moins cher à produire. L'enrubanage est un peu plus cher à cause du pressage puis de l'enrubanage, du film plastique, etc. Le foin va juste faucher, faner et après donc endainer et botteler. Ça va coûter moins cher que l'enrubanage ou même que l'ensilage. Comme je vous ai dit, l'enrubanage permet de faire une première coupe plus tôt dans la saison et donc de sécuriser une récolte de luzerne par exemple. Le foin, lui, après, c'est ce qu'on va faire en deuxième et troisième coupe. Comme je l'ai dit, moins cher, mais vous voyez, on arrive à avoir des foins de vraiment super qualité. Donc la luzerne elle va apporter de la protéine, et comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de tiges. Donc toutes ces tiges là vont permettre aux animaux de ruminer. Donc aujourd'hui on a une ration qui est très peu acidogène, enfin qui n'est pas acidogène, c'est-à-dire qu'il y a assez de fibres pour assurer un très bon fonctionnement des estomacs
chez les vaches et donc de garantir une super qualité de rumination. Alors forcément la GoPro a plus de batterie, donc on va continuer. Je continue la distribution. Donc vous voyez la pesée me dit combien il reste. Comme il y a deux, si vous voulez, la stabulation est coupée en deux. Enfin il y a deux travées de cornadis. Du coup je sais à peu près à combien je dois m'arrêter pour que ce soit équitable des deux côtés. Donc ça c'est top. Donc là la mélangeuse, enfin le mélange va sortir par la trappe qui est là. Je mets la prise de force en route. J'accélère un peu. Et c'est parti. La production laitière va être très influencée par la qualité de récolte de chaque fourrage, mais également par la pluviométrie qui sera tombée. Pour donner un exemple, cette année, que ce soit pour l'ensilage de métail et l'ensilage de maïs, on a deux fourrages qui sont assez secs. Donc en contrepartie, on a des silos qui ont fermenté mais pas à l'optimal. On a un petit peu de pourri qui s'est formé à quelques endroits et donc on a apporté forcément aux vaches des mycotoxines. Pas en grande quantité mais il y en a. Du coup ça influence d'un certain côté la santé des animaux. Bon, pour l'instant il n'y a rien de grave, mais du coup on a ça impacte la production laitière et la qualité. Par exemple, pour donner un exemple, on a perdu en taux butyreux à cause des mycotoxines. Donc les mycotoxines, une fois dans l'estomac, vont créer une sorte de dérèglement qui va faire perdre un petit peu en qualité et en quantité de lait. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Pour ceux qui sont agriculteurs, n'hésitez pas non plus à participer dans les commentaires avec les autres consommateurs, les autres personnes qui sont en dehors du milieu, à dire vous les rations qui sont chez vous et à préciser si vous êtes en chèvre, en vache allaitante, en vache laitière. Concernant les mycotoxines que je vous ai parlé, alors ne vous inquiétez pas, c'est pas quelque chose de très grave ici, c'est juste que du coup on a à cause de la sécheresse et des temps un petit peu compliqués, on a récolté des fourrages assez secs. La conservation n'est pas optimale comme je l'ai dit, mais ça va pas impacter votre santé directement, donc n'ayez aucun souci. Il n'y a pas de gros impact sur les vaches, juste une petite perte de production et de qualité en lait, mais rien de dramatique. Sur ce, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous pour que plus de personnes sachent concrètement ce qu'une vache laitière mange en général. Enfin, en tout cas dans un système en conversion bio. Et puis n'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo. Allez, salut tout le monde, bonne semaine.